présenté la stratégie pour le diagnostic d'embolie pulmonaire en 2009. On parlera un petit peu de technique, mais on va surtout voir les différents examens qui sont disponibles pour le diagnostic d'embolie, et puis voir si on peut les agencer dans le cadre d'une stratégie logique. Alors l'embolie pulmonaire est bien sûr indissociable de la thrombose profonde, et en particulier des membres inférieurs. Et les deux entités, bien sûr, sont recoupées sous le nom de maladie veineuse thromboembolique. Alors, quels sont les facteurs de risque de maladie veineuse thromboembolique? Il y a des facteurs de risque acquis qu'on connaît tous, bien sûr, l'âge, les pathologies neurologiques paralysantes, les pathologies cardio-respiratoires, néoplasiques, l'immobilisation et les voyages prolongés, la chirurgie, notamment orthopédique, l'obstétrique, la grossesse, notamment et le postpartum, le syndrome des antiphospholipides, et les médicaments, en particulier les ostroprogestatifs et les traitements hormonosubstitutifs. Les facteurs de risque constitutionnels de maladie veineuse thromboembolique doivent être évoqués devant des thromboses idiopathiques avant 40 ans, dans un contexte familial de maladie veineuse thromboembolique ou en cas de thrombose répétée. On peut citer la résistance à la protéine C, la mutation du facteur 2, un certain nombre de déficits héréditaires en protéines anticoagulantes, l'hyperhomocystéinémie. Alors l'incidence annuelle de la maladie veineuse thromboembolique est élevée, 2,5 pour 1000 habitants, et plus élevée après 75 ans, 1%. Pour l'embolie pulmonaire, l'incidence est de 0,8 pour 1000 habitants. La prévalence des embolies pulmonaires chez les patients hospitalisés est de 12 à 15%. C'est donc une pathologie grave, responsable de 10 000 décès par an en France. Lorsqu'on traite l'embolie pulmonaire, on a 2 à 8% de décès. Par contre, sans traitement, on s'expose au risque de récidive, avec un taux de 30% de décès. A contrario, il y a des complications liées au traitement anticoagulant qui ne doivent pas être prescrits à tort, avec une mortalité et une morbidité non négligeables. Mortalité 0,1 à 0,4%, morbidité 0,6 à 1,2%. 10 à 25% des patients décèdent dans l'année d'une embolie pulmonaire du fait soit de formes massives, soit de récidives liées à un retard diagnostique, soit de l'évolution vers un cœur pulmonaire chronique post-embolique, et surtout, soit de la pathologie associée responsable en fait de la majorité des décès. Alors bien sûr, l'embolie pulmonaire est liée à une thrombose veineuse profonde, en général des membres inférieurs, 90% ça vient des membres inférieurs, avec la classique triade de Virchow, stase veineuse, hypercoagulabilité, facteur pariétal, qu'on connaît. Alors, les conséquences de l'embolie pulmonaire sont d'une part une hypoxémie, liée à un effet espacement dans les zones ventrilles non perfusées, un effet Shunt dans les zones intactes, et dans les OP graves, à l'ouverture du foramen ovale. Par ailleurs, il y a une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, avec une élévation de la pression artérielle pulmonaire, responsable d'une insuffisance ventriculaire droite qui peut aller jusqu'au choc. L'embolie pulmonaire est évoquée dans 90% des cas sur des symptômes cliniques, avec 3 tableaux, en gros, la douleur thoracique, dyspnée, hémoptysie, 60%, la dyspnée d'installation rapide ou progressive ou la majoration de dyspnée chez un patient ayant une pathologie cardiaque ou pulmonaire, 25%, état de choc, 15%. Il est fondamental de déterminer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire avant d'évoquer la stratégie. On a pour ça différents scores, le score de Genève, le score de Wells, qui regroupent des facteurs cliniques et paracliniques. Un score assez facile d'utilisation est le score révisé de Genève, qui repose sur trois facteurs. Facteurs de risque, d'abord, antécédent de maladie veineuse thromboembolique, cancer actif, chirurgie ou fracture de moins de 1 mois, âge supérieur à 65 ans, les symptômes, douleur unilatérale d'un membre inférieur, hémoptysie, les signes cliniques, douleur à palpation et œdème d'un membre inférieur, fréquence cardiaque. Et on peut ainsi déterminer la probabilité clinique, faible, intermédiaire ou forte. Alors, la thrombose veineuse profonde, quant à elle, est évoquée devant des signes cliniques ou une suspicion d'embolie pulmonaire ou dans le cas d'un dépistage systématique. Les signes cliniques sont peu fiables. La sensibilité et la spécificité sont proches de 50%. On connaît les signes classiques, douleur, œdème, élévation de la température cutanée, et on connaît la forme grave, la phlegmatia cellulaire d'Olens, avec des signes d'ischémie du membre inférieur. Là encore, on a des probabilités cliniques, par exemple le score de Wells, que je ne vais pas détailler. Alors, dans tous les cas, la maladie veineuse thromboembolique et l'embolie pulmonaire sont une urgence diagnostique, mais spécialement dans 5 situations. Donc, pour la thrombose veineuse profonde, l'ischémie du membre, l'embolie pulmonaire grave, la grossesse, la thrombopénie induite par l'héparine et la contre-indication aux anticoagulants. Dans ces cas, il est fondamental d'effectuer le diagnostic le plus rapidement possible. Pour ce diagnostic, on a différentes méthodes. Certaines s'intéressent à la fois à la thrombose veineuse profonde et à l'embolie pulmonaire, c'est le dosage des dédimères et l'écho-doppler veineux. D'autres s'intéressent plus spécifiquement au diagnostic d'embolie pulmonaire, l'électrocardiogramme, les gaz du sang, la radio pulmonaire, la scintigraphie, l'angiographie pulmonaire, l'angioscanner,
l'échographie cardiaque, voire l'IRM. Les dédimères sont donc des produits de dégradation de la fibrine. Ils sont dosables rapidement, accessibles en urgence. S'ils sont négatifs, moins de 500 nanogrammes par millilitre, l'embolie pulmonaire et la thrombosveneuse profonde proximale sont exclus avec une valeur prédictive négative de 95 à 100%. Par contre, s'ils sont positifs, on sait qu'ils n'ont pas de spécificité. La radio pulmonaire est normale dans 10 à 20% des cas, ça veut dire qu'elle est anormale dans 80 à 90% des cas. On connaît les signes radiologiques les plus fréquents, l'épanchement pleural, les troubles ventilatoires, la suradation de la coupole, l'hyperclarté localisée, les images d'infarctus. Rarement, on peut avoir la traite de Westermarck dans les embolies pulmonaires graves, avec l'hyperclarté segmentaire ou lobaire, l'augmentation de taille d'un île et la surélévation de la coupole. Ce qu'on trouve le plus souvent, ce sont des troubles ventilatoires à type d'atelectasie en bande, ou bien parfois une oligémie localisée, correspondant au signe de Westermarck, ou bien des signes d'infarctus pulmonaire, opacité périphérique à base pleurale, à forme triangulaire ou à forme en dôme. L'échographie cardiaque est fondamentale dans l'embolie pulmonaire grave. C'est le premier examen réalisé. C'est un examen non invasif disponible au lit du malade qui met en évidence un cœur pulmonaire aigu en cas d'obstruction vasculaire de plus de 40%. L'échographie cardiaque permet également une estimation de la pression artérielle pulmonaire. En cas d'état de choc avec signe droit, elle permet d'établir les deux principaux diagnostics différentiels, l'infarctus du ventricule droit et la tamponade péricardique. L'échodoppler veineux des membres inférieurs est une méthode non invasive qui permet le diagnostic des thromboses veineuses profondes et le diagnostic différentiel éventuel. Ça a été longtemps considéré comme l'examen de première intention en cas de suspicion d'embolie pulmonaire. En effet, si on a une suspicion d'embolie pulmonaire et une thrombose veineuse profonde proximale confirmée, il n'y a pas d'autre examen nécessaire car le traitement est le même et de même durée. Par contre, il n'y a pas de véritable consensus pour le diagnostic et le traitement des thromboses veineuses profondes distales. Bon, il y a deux écoles. Certains font des examens courts, explorant les veines profondes uniquement jusqu'au niveau du genou, et d'autres font des examens dits longs, explorant également les veines profondes distales au niveau des jambes. Alors, les points importants à retenir pour l'échodoppler, c'est que 25% des patients se présentant avec une suspicion de thrombose veineuse profonde en sont réellement atteints, avec une proportion de 80% pour les thromboses proximales et de 20% pour les thromboses distales, dans les séries hospitalières. L'échodoppler est positif chez environ 15% des patients suspects d'embolie pulmonaire. Par contre, dans une population d'embolie pulmonaire prouvée, l'échodoppler retrouve une thrombose dans 50% des cas. L'échodoppler a d'excellentes performances pour le diagnostic de thrombose veineuse profonde proximale, avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 98%. Classiquement, les performances sont moins bonnes pour les thromboses veineuses profondes distales, mais quasi équivalentes dans les équipes entraînées. Les thromboses distales responsables d'embolie pulmonaire sont celles qui ont une extension proximale. En l'absence de traitement, 80% des thromboses distales s'étendent au niveau poplité dans les 10 jours. La découverte d'une thrombose distale renforce donc la probabilité du diagnostic d'embolie pulmonaire, mais ne permet pas de l'affirmer. Une embolie pulmonaire directe à partir d'une thrombose distale est rare. L'angiographie pulmonaire est quasiment abandonnée. C'est l'examen de référence, invasif, avec une mortalité non négligeable, 0,2% environ. L'angiographie pulmonaire a permis de décrire les signes qui ont été repris ensuite en angioscanner, signes d'embolie pulmonaire avec l'arrêt cupuliforme lié à une occlusion d'une artère pulmonaire, ou le filling defect, le défaut de remplissage, lié à la présence d'un caillot dans une artère. L'angiographie pulmonaire a ses limites, un taux de complication relativement élevé, un taux d'échec d'environ 1%. L'angiographie était parfois de faible qualité. Une angiographie normale n'élimine pas formellement le diagnostic d'embolie pulmonaire. On estime le risque thromboembolique à 1,9% après une angiographie normale, dont 0,3% d'épisodes mortels. Il y a d'autre part un certain nombre de variations interobservateurs, notamment au niveau des artères sous-segmentaires, 66%. Van Beek, en 1996, avait montré, en revoyant les angiographies pulmonaires réalisées dans le cadre d'une suspicion d'embolie, que le diagnostic initial pouvait être revu dans 12% des cas. Alors l'angioscanner est bien sûr notre pratique maintenant quotidienne, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, avec l'avènement des scanners multidétecteurs, qui constitue bien sûr un progrès très important.
on peut maintenant faire des 64, 128, 256 coupes par rotation, permettant une acquisition très rapide, une optimisation de l'injection et la réalisation de coupes submillimétriques, rendant les sous-segmentaires visibles. La technique est variable en fonction des centres. On peut détecter la rapidité de contraste dans le tronc de l'artère pulmonaire ou dans la veine cave supérieure. On peut déclencher à la vue ou avec un seuil de densité. On peut déterminer au préalable la durée d'injection à partir de la durée d'acquisition plus 5 secondes, par exemple. Et il faut, dans tous les cas, faire des reconstructions millimétriques, voire submillimétriques. Un bon examen va se traduire par un rehaussement optimal des artères pulmonaires, avec absence de rehaussement de l'aorte. Alors, Schuller-Weidekam, en 2006, a montré, et c'est assez logique, qu'on avait intérêt à réaliser des protocoles à bas kilovoltage, puisque le pic d'absorption de l'iode est à bas kilovolts. Et cet auteur a comparé un protocole à 100 kV et à 140 kV, et on voit qu'on a un rehaussement objectif de densité des artères pulmonaires qui est donc supérieur à 100 kV par rapport à un protocole à 140. De même, le pourcentage d'artères segmentaires et sous-segmentaires analysables est supérieur avec un protocole à 100 kV par rapport à un protocole à 140 kV, et notamment pour les artères sous-segmentaires avec un petit p significatif. Alors pour l'angioscanner, il y a une règle majeure, bien sûr, c'est la proximité des artères et des bronches homologues, les veines étant intersegmentaires et indépendantes. Et on a l'habitude, bien sûr, tous de suivre le vaisseau sous les coupes successives lorsqu'on fait l'analyse de l'angioscanner. On étudie toujours en fenêtre médiastinale les parenchymateuses, bien entendu. Les critères diagnostiques sont les mêmes, en fait, que ceux décrits en angiographie pulmonaire, avec le feeling d'effect, l'occlusion, le signe indirect d'infarctus pulmonaire, bien mieux visible, bien sûr, en scanner. Et on connaît les difficultés de l'angioscanner, en particulier la confusion avec des bronches pleines, la confusion avec des veines, les lymphonoeux, les artères horizontales, les collections pleurales, et le problème des artères sous-segmentaires. L'embolie pulmonaire proximale est facile à reconnaître, ainsi que la segmentaire, le plus souvent, parfois un peu plus difficile quand le caillot est un petit peu marginal sur une artère segmentaire comme ici. On peut maintenant, avec les technologies modernes, voir les artères sous-segmentaires, et à condition que l'examen soit d'excellente qualité, on peut voir les caillots donc, dans ces artères sous-segmentaires. Les signes indirects sont bien sûr bien visibles, l'infarctus pulmonaire, opacité parenchymateuse périphérique à base pleurale, la bosse de Hampton classique. L'infarctus pulmonaire qui est assez volontiers hémorragique, expliquant les hémoptysies. L'angioscanner a bien sûr l'intérêt également de permettre des diagnostics alternatifs, comme une pleuropneumopathie, par exemple ici. Alors un mot sur le phléboscanner. Certaines équipes ont développé le phléboscanner, c'est-à-dire qu'après avoir fait l'angioscanner pour authentifier l'embolie pulmonaire, on peut évidemment faire des coupes au niveau abdominopelvien jusqu'au genou, en fait, pour diagnostiquer la thrombose profonde associée, si elle existe. L'angioscanner veineux n'est pas validé, ses performances sont peu étudiées. L'ensemble de ses intérêts potentiels ne sont pas spécifiques. Tous les éléments peuvent être fournis par l'échographie Doppler sans irradiation supplémentaire. Selon nous, l'intérêt du phléboscanner, c'est de diagnostiquer une thrombose iliocave si l'écho Doppler est non conclusif, ou le diagnostic d'une thrombose pelvienne, par exemple une thrombose iliaque interne qui est difficile à voir en écho Doppler. Et bien sûr, le phléboscanner est intéressant pour l'étude de la circulation veineuse supérieure, de la veine cave supérieure en particulier. Alors les problèmes dans le scanner, ce sont les examens non lisibles, la proportion d'embolies pulmonaires sous-segmentaires qui sont bien plus difficiles à diagnostiquer, et puis le suivi clinique des patients à scanner négatif. Alors les causes des angioscanners non conclusifs, ce sont essentiellement les artefacts de mouvement et le rehaussement insuffisant. On a d'autres causes, artefacts de durcissement du faisceau, par exemple lorsqu'il y a un cathéter central, des pathologies parenchymateuses, les streak artefacts en raison de l'arrivée de produits de contraste concentrés dans la veine cave supérieure. Toutes ces raisons peuvent être intriquées. Deuxième difficulté, c'est les embolies pulmonaires sous-segmentaires. Alors déjà dans les séries angiographiques, il avait été mis en évidence qu'il n'y avait pas de consensus pour les embolies pulmonaires sous-segmentaires en 30% des cas, selon Diffin en 1998.
Et Stein, dans Radiologie en 1999, montrait qu'il y avait une discordance pour les embolies pulmonaires sous-segmentaires de 34% sur des séries angiographiques. Alors, quelle est la fréquence des embolies pulmonaires sous-segmentaires isolées? Donc, dans les séries angiographiques, c'est 4 à 6%. Dans les séries utilisant l'angioscanner, à 4 coupes, 8-16 coupes, c'est à peu près identique. 4,2%, 5,4%. Dans les séries scintigraphiques, mais c'est plus sujet à caution, la fréquence peut même être beaucoup plus élevée. Les performances d'angioscanner pour la détection des embolies pulmonaires sous-segmentaires est très dépendant de la technique utilisée. Et Schöpf, en particulier, a montré que plus on utilise bien évidemment des coupes fines, et plus on augmente le taux de détection des embolies pulmonaires sous-segmentaires, plus on réduit le taux de scanner non conclusif, et plus on augmente la concordance interobservateur. Koch a montré une sensibilité de 96% et une spécificité de 86% pour le diagnostic des embolies pulmonaires sous-segmentaires. Alors on entend souvent dire qu'on n'est pas obligé de traiter les embolies pulmonaires sous-segmentaires, donc je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé. Quand traiter une embolie pulmonaire sous-segmentaire? Chez les patients présentant une embolie pulmonaire sous-segmentaire avec une réserve cardio-pulmonaire inadéquate, par exemple une insuffisance respiratoire chronique ou bien une insuffisance cardiaque, chez les patients qui ont une embolie pulmonaire sous-segmentaire et une thromboseuse profonde aiguë, chez les patients qui ont une embolie pulmonaire sous-segmentaire récidivante, potentiellement due à une thrombophilie, pour prévenir une embolie pulmonaire chronique et une HTAP. Par contre, il y a des conditions ne nécessitant pas de traitement anticoagulant en cas d'embolie pulmonaire sous-segmentaire, parce que le risque des anticoagulants est supérieur au bénéfice. Il y a 4 cas de figure. Les patients symptomatiques sans thromboseuse profonde avec une réserve cardio-pulmonaire adéquate, un angioscanner ou une scintigraphie non conclusive, pas de thromboseuse profonde et réserve cardio-pulmonaire adéquate, des patients asymptomatiques de découverte fortuite, pas de TVP et réserve cardio-pulmonaire adéquate, ou les patients présentant une contre-indication aux anticoagulants, une EP sous-segmentaire isolée, ou un angioscanner non conclusif et pas de TVP. Dans ces 4 situations, on peut faire un contrôle écho-doppler à 1 semaine pour exclure une TVP, et parce qu'on sait que l'activité fibrinolytique intrinsèque du poumon va faire que l'embolie sous-segmentaire va être résolutive, alors que la TVP ne se réservera pas dans ce délai. Il y a des facteurs secondaires renforçant la décision de ne pas mettre sous anticoagulant. Si on n'a pas ou peu de facteurs de risque de maladie veineuse thromboembolique, un risque transitoire plutôt que définitif de maladie veineuse thromboembolique, une autre maladie cardio-pulmonaire pouvant expliquer les symptômes ou des dédimères négatifs. Les pièges d'angioscanner. Bon là, je citais l'article d'Hélène, qui est paru dans l'EMC. Les pièges liés à la technique, on les connaît, des coupes trop épaisses, des défauts de pacification, ou un foramen ovale avec passage du produit de contraste de droite à gauche. Les artefacts, donc l'arrivée du produit de contraste dans la veine cave supérieure, artefacts respiratoires. Des fenêtres trop étroites. Des impactions mucoïdes qu'il ne faut bien sûr pas confondre avec une thrombose, par exemple au niveau de la base pulmonaire. Ou des lymphoneux, à ne pas confondre avec des cailloux, bien sûr. Alors, l'angioscanner, les points importants à retenir, et c'est en particulier tiré de l'étude ESSEP publiée par Musset dans le Lancet en 2002. L'association angioscanner et écho-doppler ne permet pas de conclure dans cette étude chez 9% des patients. La sensibilité du couple angioscanner et écho-doppler est d'environ 97%. La spécificité de l'angioscanner seul est excellente. Si l'angioscanner et l'écho-doppler sont négatifs et les probabilités cliniques non fortes, il n'y a pas besoin de mettre sous traitement anticoagulant parce que le risque d'événement thromboembolique à 3 mois est à ce moment-là de 0,8%, donc faible. Par contre, si l'angioscanner et l'écho-doppler sont négatifs et les probabilités cliniques fortes, il faut poursuivre les investigations, car là, le risque d'événement thromboembolique à 3 mois est d'environ 6%, donc élevé. L'angioscanner permet un diagnostic alternatif, c'est variable de 11 à 57% des patients. Et l'angioscanner multicoupe permet une meilleure détection des embolies sous-segmentaires et un meilleur agrément interlecteur. Alors ça, c'est l'étude ESSEP. Il y a eu d'autres études depuis, bien sûr, avec des scanners de nouvelle génération, multibarrettes, l'étude CTEP2, CTEP3, et qui ont montré en particulier que le taux de scanner non conclusif diminue très nettement avec les nouvelles technologies. Une autre étude intéressante, c'est l'étude CTEP4, parue dans le Lancet à 2008, 1819 patients, avec 2 groupes, un groupe dédimère angioscanner et un groupe dédimère écho-doppler angioscanner.
La prévalence de l'embolie pulmonaire est de 20,6% dans les deux groupes. Le risque thromboembolique à 3 mois est de 0,3% dans les deux groupes. La conclusion de cette étude est que la stratégie Dedimer angioscanner est aussi efficace que la stratégie Dedimer échodoppler angioscanner pour exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire. Alors, le diagnostic de la maladie veineuse thromboembolique, quelles sont les stratégies possibles? On a une stratégie classique qu'on connaît, après estimation de la probabilité clinique qui est fondamentale, dosage des dédimères. Si les dédimères sont négatifs, on peut, en règle générale, considérer qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Des dimères non négatifs, on peut poursuivre par un échodoppler. Si l'échodoppler est négatif ou s'il y a une thrombose veineuse profonde distale, les deux options classiques, donc soit scintigraphie, soit angioscanner. Ça, c'est une stratégie classique. La stratégie alternative tirant en particulier de l'étude CTEP4, c'est dédimère, sauf s'il y a forte probabilité clinique. S'il y a une forte probabilité clinique, il ne sert à rien de doser les dédimères. Angioscanner si les dédimères sont non négatifs. Échodoppler uniquement si angioscanner positif. Et à ce moment-là, on a une stratégie qui est environ 20% moins coûteuse que celle incluant l'échodoppler systématique. En cas de suspicion d'embolie pulmonaire grave, la stratégie est totalement différente, puisque à ce moment-là, la stratégie repose sur l'échographie cardiaque, qui va donc être réalisée au lit du patient. Ensuite, il y a des situations particulières. En particulier, le cœur pulmonaire chronique post-embolique, la grossesse, ou le problème de la prévention de l'embolie pulmonaire. Le cœur pulmonaire chronique post-embolique, il résulte de l'absence de résorption et de l'organisation fibreuse des caillots, c'est 0,1 à 0,4%, avec une clinique donc faite de signes droits, de syncope, d'angor d'effort, d'hémoptysie, une HTAP de léger à sévère, et cette maladie peut conduire à une endartarectomie, voire à une transplantation. Là, la stratégie est tout à fait différente, puisqu'on rentre dans le cadre d'un bilan préthérapeutique très exhaustif, avec un certain nombre d'examens, que je ne vais pas détailler, bien sûr. En rappelant simplement que le scanner, dans le CPC post-embolique, montrera les classiques caillots rubanés, parfois calcifiés, les aspects en arbre mort, parfois avec des sténoses distales, et l'aspect en mosaïque des parenchymes. Alors le problème, c'est que parfois il faut différencier entre caillot chronique et récidive embolique. Et il y a une étude en particulier de Nish-Cutter, parue dans le Chest en 2006, qui a montré que si on fait un suivi, c'était des suivis soit scintigraphiques, soit angioscanographiques, il a montré qu'à 6 mois ou à 11 mois, on avait encore 52 à 57% des caillots qui étaient visibles. Donc ça pose évidemment un problème pour différencier récidive embolique et caillots résiduels. Alors, il y a d'autres auteurs qui ont étudié la densité des caillots pour voir si on pouvait avoir une différence de densité entre les caillots aigus et les caillots chroniques. Et effectivement, Whitram, en 2005, a sorti une étude qui montrait que les caillots chroniques avaient